Il existe un secret que Carl Jung gardait comme un trésor, quelque chose qu'il a découvert en observant des patients qui passaient des décennies entières à chercher l'amour parfait, mais vivaient toujours dans la même solitude déguisée en relation. Il a réalisé que ces personnes n'avaient plus besoin de chercher, mais plutôt d'arrêter de chercher. Et ceci, mon ami, n'est pas un abandon, c'est une préparation. C'est le rituel silencieux qui précède tout ce que vous désirez vraiment. Car l'amour véritable, celui qui transforme et qui dure, n'arrive jamais pour celui ou celle qui court désespérément après lui. Il arrive pour celui ou celle qui a appris à se trouver d'abord. Et si vous avez l'impression d'essayer toujours de combler un vide qui ne se remplit jamais, il est peut-être temps d'écouter ce que Jung a à dire. Parce que la réponse n'est pas là dehors. Elle ne l'a jamais été. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus aimées ne sont pas celles qui mendient de l'attention, mais celles qui rayonnent d'une complétude silencieuse? Elles ne demandent pas, elles ne poursuivent pas, elles ne se plient pas. Elles sont simplement. Et cela magnétise. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir entier avant de se donner à l'autre. Mais la société nous a enseigné le contraire, n'est-ce pas? On nous a dit qu'aimer, c'est chercher, conquérir, mériter, que nous avons besoin de quelqu'un pour nous compléter. Et alors, nous vivons cette course folle, sautant de relation en relation, accumulant les déceptions comme si elles étaient des trophées de l'échec. Jusqu'à ce qu'un jour, épuisés, nous nous arrêtions. Et c'est exactement à ce moment, lorsque vous lâchez prise, finalement, que quelque chose de magique se produit. Non pas parce que l'univers conspire en votre faveur, mais parce que vous êtes, pour la première fois, prêt. Prêt, non pas à recevoir n'importe quel amour, mais à reconnaître le vrai quand il apparaît. Cette vidéo ne concerne pas les techniques de séduction ou les listes de caractéristiques du partenaire idéal. Elle parle du rituel que personne ne vous a enseigné, celui de laisser partir tout ce qui vous empêche d'aimer vraiment. Il s'agit de comprendre qu'avant de trouver quelqu'un, vous devez vous trouver vous-même, et cela fait mal, car cela signifie renoncer aux fantasmes, aux attachements toxiques, aux versions illusoires de l'amour que vous avez portés comme des vérités absolues. Si vous avez déjà eu l'impression d'attirer toujours le mauvais type de personne ou de répéter toujours les mêmes erreurs dans les relations, restez jusqu'à la fin. Car ce que Jung a découvert à ce sujet vous fera repenser chaque choix que vous avez fait. Et si cela résonne en vous, si quelque chose a commencé à bouger à l'intérieur, écrivez simplement dans les commentaires « Je suis prête ». Pas besoin d'expliquer. Laissez juste cette marque. Et si vous voulez continuer ce voyage de connaissance de soi profonde, abonnez-vous maintenant à cette chaîne, activez la cloche et laissez votre like. Parce que chaque semaine, j'apporte une sagesse qui transforme, et vous ne voudrez pas manquer ce qui s'en vient. Carl Jung avait l'habitude de dire à ses patients quelque chose qui sonnait presque cruel à la première écoute. Vous ne trouverez pas l'amour tant que vous le chercherez. Et les gens étaient confus, parfois même révoltés. Comment ça, ne pas chercher? N'était-ce pas exactement ce que la vie demandait? Que vous sortiez, que vous rencontriez des gens, que vous preniez des risques, que vous essayiez? Jung souriait avec ce calme de celui qui connaît les chemins tortueux de la psyché humaine et expliquait « Chercher l'amour n'est pas le problème. Le problème est de chercher pour combler un vide. Parce que lorsque vous cherchez quelque chose en dehors de vous pour vous sentir complet, vous ne cherchez pas l'amour. Vous cherchez un analgésique, et les relations construites sur cette base sont comme des châteaux de sable au bord de la mer, beaux pour un moment, mais destinés à s'effondrer avec la première vague. La différence entre chercher et attirer est subtile, mais absolument dévastatrice. Celui qui cherche trouve toujours des versions déformées de ce qu'il désire. Celui qui attire trouve le vrai. Pensez au moment où vous avez le plus désiré quelque chose, un emploi, une reconnaissance, une personne. Vous souvenez-vous de cette anxiété vibrante qui vous empêchait de dormir, de ce sentiment d'urgence qui faisait que chaque minute semblait une éternité. Maintenant pensez.
Combien de fois avez-vous obtenu ce que vous vouliez exactement lorsque vous étiez dans cet état? Peu, n'est-ce pas? Parce que le désespoir émet une fréquence qui repousse ce que vous voulez le plus. Jung le savait. Il a observé que les patients qui trouvèrent des relations saines et durables étaient justement ceux qui, à un moment donné, avaient cessé de chercher. Non pas parce qu'ils avaient renoncé à l'amour, mais parce qu'ils avaient cessé de lui imputer la responsabilité de les sauver d'eux-mêmes. Et c'est là le secret que personne ne vous dit. L'amour véritable ne vient pas à celui qui est vide. Il vient à celui qui est déjà plein, plein de soi-même, de but, de présence. Parce que ce n'est qu'ainsi que vous pouvez offrir quelque chose de réel. Et ce n'est qu'ainsi que vous pouvez reconnaître lorsque quelqu'un offre également quelque chose de réel en retour. Il y a une histoire que Jung aimait raconter à propos d'un homme qui a passé des années à voyager à travers le monde à la recherche d'un trésor qu'une ancienne carte promettait. Il a traversé des déserts, escaladé des montagnes, affronté des tempêtes. Quand il est finalement arrivé à l'endroit indiqué, épuisé, sans force, presque sans espoir, il a commencé à creuser, et il n'a trouvé que des pierres. Il a abandonné et rentré chez lui vaincu. Mais en arrivant, il a dû réparer le plancher de sa propre maison, qui était cassé. Et devinez ce qu'il a trouvé sous les planches. Le trésor. Il avait toujours été là, sous ses pieds, pendant qu'il cherchait aux confins du monde. Jung utilisait cette histoire pour illustrer le voyage de l'amour. Ce que vous cherchez à l'extérieur est à l'intérieur, et tant que vous ne le trouverez pas à l'intérieur, vous continuerez à creuser des trous vides à l'extérieur. Ce n'est pas de la poésie creuse, c'est de la psychologie profonde. C'est la différence entre vivre en mendiant des miettes d'affection et construire une vie où l'amour est une conséquence, non un objectif. Mais voici la partie qui fait mal. Reconnaître que vous avez cherché l'amour pour les mauvaises raisons. Peut-être parce que vos parents ne vous ont pas donné l'attention dont vous aviez besoin. Peut-être parce que vous avez grandi en croyant qu'être aimé était synonyme d'être utile, beau, parfait. Peut-être parce que, à un moment donné, quelqu'un vous a fait croire que vous n'étiez pas suffisant seul. Et alors, vous avez commencé à courir. De relation en relation, de coup de cœur en coup de cœur, de fantaisie en fantaisie, espérant toujours que la prochaine personne comblerait ce vide que vous ressentez dans votre poitrine. Mais personne ne le comble, parce que le vide n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de vous-même. Jung appelait cela la projection de l'ombre. Vous projetez sur l'autre tout ce que vous ne pouvez pas voir ou accepter en vous. Et lorsque cette personne échoue inévitablement à être votre sauveur, vous êtes déçu, non pas par elle, par vous, encore une fois. Alors vient la question que personne ne veut entendre, mais à laquelle tout le monde doit répondre. Êtes-vous vraiment en quête d'amour ou êtes-vous simplement en train de vous fuir vous-même? Parce qu'il y a une différence brutale entre vouloir partager sa vie avec quelqu'un et vouloir que quelqu'un vive sa vie pour vous. Le premier est l'amour. Le second est une dépendance émotionnelle déguisée en romance. Et notre culture a si bien vendu cette illusion, à travers les films, les chansons, les romans, que nous ne réalisons même plus quand nous vivons un mensonge. Cette idée de « ma moitié », de « tu me complètes », de « sans toi je ne suis rien », tout cela est un poison émotionnel. Jung dirait « vous êtes déjà entier, vous l'avez toujours été ». Ce qui manque n'est pas une moitié. Ce qui manque, c'est la conscience de votre totalité. Et tant que vous ne vous éveillerez pas à cela, vous continuerez à attirer des personnes qui sont également incomplètes, également blessées, également à la recherche du salut en dehors d'elles-mêmes. Et alors, au lieu de vous aimer, vous allez simplement vous noyer ensemble. Le rituel préparatoire commence donc ici, dans la perception douloureuse mais libératrice que vous n'avez besoin de personne. Et je sais que cela semble solitaire, voire effrayant. Mais attendez, ne pas avoir besoin ne signifie pas ne pas vouloir. Ne pas avoir besoin signifie que vous allez déjà bien, et que si quelqu'un vient, ce sera pour ajouter « non pour sauver ». Et cela, mon ami, change tout. Parce que lorsque vous cessez de chercher avec désespoir,
Vous commencez à voir avec clarté. Vous cessez d'accepter des miettes parce que vous pensez que vous ne méritez pas le festin. Vous cessez de tolérer le manque de respect parce que vous êtes tellement affamé d'affection que n'importe quoi fait l'affaire. Vous commencez à choisir au lieu de simplement accepter. Et les gens le sentent. Ils sentent que vous n'êtes pas disponible pour n'importe quel type d'amour, seulement pour le vrai. Et ironiquement, c'est ce qui vous rend irrésistiblement magnétique. Jung disait que la rencontre de deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Mais si l'une des substances est contaminée, pleine de peur, de manque, de traumatisme non résolu, la réaction sera toxique. C'est pourquoi le rituel du lâcher-prise vient avant toute rencontre réelle. Lâchez l'urgence, lâchez le fantasme que quelqu'un va vous sauver. Lâchez les masques que vous utilisez pour plaire. Lâchez les schémas qui vous ont piégé dans des relations qui n'ont jamais été de l'amour, seulement une habitude. Et lorsque vous lâchez tout cela, lorsque vous videz enfin vos mains, c'est là que l'espace apparaît pour tenir quelque chose de vrai. Mais cela exige du courage, cela exige de rester seul pendant un certain temps et de ne pas désespérer. Cela exige de regarder à l'intérieur et de ne pas aimer ce que l'on voit, mais quand même de ne pas courir vers les bras de n'importe qui offrant une chaleur temporaire. C'est le rituel. Et il fait mal, mais c'est le seul chemin vers l'amour qui ne se brise pas. Il existe une croyance populaire que Jung adorait détruire lors de ses consultations. L'idée qu'il existe une personne parfaite qui vous attend quelque part dans le monde. Les gens arrivaient à son cabinet avec des listes, littéralement des listes écrites, des caractéristiques du partenaire idéal. Cheveux comme ceci, humour comme cela, profession telle, valeur telle. Jung écoutait patiemment, puis posait la question qui désarmait tout. « Et vous? Êtes-vous cette personne que vous décrivez ?» Le silence qui s'ensuivait était toujours gênant. Car la vérité est que la plupart d'entre nous veulent attirer quelqu'un d'évolué, d'intègre, de mature, sans jamais avoir fait le travail de le devenir nous-mêmes. Nous voulons récolter sans planter. Nous voulons recevoir sans offrir. Nous voulons être aimés par quelqu'un d'incroyable, mais nous continuons d'être des versions médiocres de nous-mêmes. Et alors, nous nous plaignons de n'attirer que des mauvaises personnes. Mais voici le coup psychologique que Jung a révélé. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Et c'est une vérité qui fait plus mal que n'importe quel rejet. Pensez à vos dernières relations. Maintenant, pensez honnêtement. Qu'avaient-elles en commun? Pas les différences superficielles, car chaque personne était unique, bien sûr. Mais le schéma. Il y a toujours un schéma. Peut-être que toutes les personnes avec qui vous vous êtes engagé étaient émotionnellement indisponibles, ou contrôlantes, ou insécure, ou dépendante, et vous avez probablement pensé « Quelle malchance, je choisis toujours mal ». Mais Jung dirait « Ce n'est pas un choix, c'est une résonance. Vous vibrez à une certaine fréquence émotionnelle, façonnée par vos traumatismes, vos croyances, vos peurs, et vous attirez des personnes qui vibrent à la même fréquence. Si vous avez grandi en croyant que l'amour est souffrance, vous attirerez des relations qui confirment cette croyance. Si vous avez appris que vous devez vous sacrifier pour mériter de l'affection, vous attirerez des personnes qui vous exploiteront émotionnellement. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que vous émettez un signal et les gens captent ce signal, même inconsciemment. Carl Jung appelait cela la synchronicité inconsciente, une danse invisible entre les ombres non résolues de deux personnes. Imaginez que chacun de nous porte un sac à dos rempli de blessures émotionnelles que nous n'avons jamais guéries. Abandon, rejet, inadéquation, honte. Ces blessures restent là, cachées, jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un dont les blessures s'emboîtent parfaitement dans les nôtres, comme les pièces d'un puzzle malsain. Et là, nous ressentons cette attraction écrasante, ce clic instantané, ce sentiment de « j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend ». Mais ce que vous avez vraiment trouvé, c'est quelqu'un qui va rouvrir vos blessures, parce que ces blessures correspondent aux vôtres.
Et vous allez tous les deux passer des mois, peut-être des années, dans une danse de souffrance mutuelle, pensant que c'est de l'amour intense, alors qu'en réalité, ce n'est que le traumatisme reconnaissant le traumatisme. Jung voyait cela se répéter. Des gens amoureux n'ont pas des qualités réelles de l'autre, mais des projections qu'ils faisaient. Ils aimaient des fantômes, pas des personnes. Et voici la partie difficile à accepter. Si vous voulez attirer quelqu'un de différent, vous devez devenir quelqu'un de différent. Pas en surface. Il ne s'agit pas de changer de vêtements, de coupe de cheveux, de cercle social. Il s'agit de changer intérieurement. Il s'agit de guérir les blessures qui vous font accepter moins que ce que vous méritez. Il s'agit de confronter les croyances qui vous sabotent. Il s'agit d'arrêter de répéter les schémas que vous avez appris dans l'enfance. Et cela, mon ami, ne se produit pas du jour au lendemain. Cela ne se produit pas en lisant un livre d'auto-assistance ou en regardant une vidéo de motivation. Cela se produit lorsque vous vous arrêtez, regardez à l'intérieur et avez le courage de poser les bonnes questions. Pourquoi me mets-je toujours en second plan? Pourquoi j'accepte le manque de respect déguisé en amour? Pourquoi ai-je peur de rester seul? Pourquoi je pense que je dois mériter l'affection au lieu de simplement la recevoir parce que je suis humain? Jung travaillait sur ces questions pendant des années avec ses patients, parce qu'elles n'ont pas de réponse rapide. Elles ont des couches, et chaque couche révélée est un pas de plus vers le fait de devenir la personne qui attire le type d'amour que vous voulez vraiment. Mais la société ne nous enseigne pas cela, n'est-ce pas? On nous enseigne que l'amour consiste à trouver la bonne personne, à avoir de la chance, à être au bon endroit, au bon moment. Et alors, nous passons toute notre vie à attendre ce coup de chance, cette rencontre magique, ce moment cinématographique où tout s'imbrique. Pendant ce temps, nous ne faisons pas le travail interne. Nous ne regardons pas nos ombres, nous ne guérissons pas nos blessures, nous ne devenons pas des personnes intègres, matures, émotionnellement disponibles. Et alors, nous nous plaignons que l'amour n'arrive pas ou que lorsqu'il arrive, cela tourne toujours mal. Mais Jung expliquait « l'amour ne tourne pas mal, vous vibrez à la mauvaise fréquence ». Et tant que vous ne changerez pas de fréquence, vous continuerez d'attirer les mêmes situations avec des vêtements différents. C'est comme syntoniser une radio. Si vous voulez écouter de la musique classique, vous devez régler le cadran. Inutile de rester sur la fréquence du rock lourd et de se plaindre qu'il n'y a que de la guitare distordue. Cela semble évident quand on utilise cette analogie, mais émotionnellement, nous faisons cela tout le temps. Alors, si vous êtes fatigué d'attirer le mauvais type de personne, posez-vous ces questions aujourd'hui. Qui ai-je été dans mes relations? Est-ce que j'offre la même chose que ce que j'exige? Suis-je entière ou est-ce que je cherche quelqu'un pour me compléter? Suis-je guéri ou est-ce que je cherche quelqu'un pour me guérir? Et soyez brutalement honnête dans vos réponses. Parce que l'auto-illusion est le plus grand ennemi de l'amour véritable. Vous pouvez mentir au monde, mais vous ne pouvez pas mentir à votre inconscient. Il sait, et il continuera d'attirer exactement le type de personne qui reflète qui vous êtes vraiment, pas qui vous faites semblant d'être. Jung voyait cela comme une bénédiction déguisée, une opportunité de croissance. Chaque relation ratée est un miroir vous montrant quelque chose que vous devez changer en vous-même. Mais la plupart des gens brisent le miroir au lieu de regarder le reflet. Ils blâment l'ex, blâment le timing, blâment le destin. N'importe quoi pour ne pas assumer la responsabilité de leur propre schéma. Le rituel préparatoire comprend donc ce travail ardu de connaissance de soi. De regarder dans le miroir émotionnel et de ne pas détourner le regard, aussi inconfortable que cela puisse être. De reconnaître vos schémas saboteurs. De guérir vos blessures au lieu d'attendre que quelqu'un les guérisse pour vous. Et voici la récompense que personne ne vous dit. Lorsque vous faites ce travail, lorsque vous vous transformez réellement, le type de personne que vous attirez change automatiquement, sans effort, sans truc, sans manipulation. Vous commencez simplement à résonner à une fréquence différente et des personnes de fréquence similaire apparaissent. Et alors, lorsque vous rencontrez quelqu'un, ce n'est plus ce désespoir aveugle,
c'est de la reconnaissance, c'est du respect. C'est un choix conscient, c'est un amour qui construit au lieu d'un amour qui détruit. Mais pour y arriver, vous devez d'abord cesser de chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur. Et cela, bien que simple à comprendre, est l'une des choses les plus difficiles à faire. Mais c'est possible, et Jung l'a prouvé non seulement en théorie, mais en pratique avec des milliers de personnes qui ont eu le courage de faire ce voyage. Carl Jung avait une théorie qui irritait beaucoup de gens. Il disait que la solitude n'était pas un problème à résoudre, mais une expérience nécessaire pour toute personne souhaitant mûrir émotionnellement. Et les gens détestaient entendre cela, car nous vivons dans une culture qui traite la solitude comme une maladie, comme quelque chose de mal, de triste, un échec. Si vous êtes seul, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez vous, n'est-ce pas? Faux, complètement faux. Jung expliquait qu'être seul, vraiment seul, non seulement physiquement mais émotionnellement disponible pour soi-même, est le seul chemin pour découvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous n'essayez pas de plaire, d'impressionner ou de vous mouler pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et sans cette découverte, toute relation dans laquelle vous entrerez ne sera qu'une extension de votre fuite de vous-même. Vous n'aimerez pas quelqu'un. Vous utiliserez quelqu'un comme distraction de votre propre compagnie. Pensez au nombre de fois où vous êtes resté dans une mauvaise relation simplement parce que vous aviez peur de rester seul. Combien de fois avez-vous toléré des comportements inacceptables parce que l'idée de rompre et d'affronter le silence de votre propre maison semblait pire que de continuer à être manqué de respect? Combien de fois avez-vous sauté d'une relation à l'autre sans même respirer entre les deux, parce que vous ne supportiez pas l'idée d'être sans personne? Jung appelait cela la fuite de l'individuation. Vous fuyez le processus de devenir vous-même, car ce processus exige que vous restiez seul, avec vos pensées, vos douleurs, vos vérités inconfortables. Et la société vous aide dans cette fuite. Elle vous donne des applications de rencontres pour que vous n'ayez jamais à être seul plus de 5 minutes. Elle vous donne des séries, des réseaux sociaux, un divertissement infini, pour que vous n'ayez jamais à vous asseoir en silence et à vous demander « Qui suis-je quand personne ne regarde ?» Mais cette question, mon ami, est la plus importante que vous vous poserez dans la vie. Et elle ne peut être répondue que dans la solitude. Il existe une différence abyssale entre être seul et se sentir seul. Être seul est un état physique. Vous êtes sans compagnie. Se sentir seul est un état émotionnel. Vous vous sentez déconnecté, vide, comme s'il manquait quelque chose. Et voici le point crucial que Jung a découvert. Vous pouvez être en couple et ressentir une solitude dévastatrice. Vous pouvez être entouré de gens et sentir que personne ne vous voit vraiment, parce que la solitude n'est pas causée par l'absence de personne. Elle est causée par l'absence de connexion véritable, et la première connexion véritable que vous devez construire est avec vous-même. Si vous ne vous connaissez pas, si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous aimez pas, alors même lorsque quelqu'un vous aime, vous ne pouvez pas le croire. Vous sabotez, vous vous méfiez, vous créez des drames, parce qu'au fond, vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé. Et cette croyance ne peut être guérie que lorsque vous cessez de chercher la validation à l'extérieur et commencez à vous valider à l'intérieur. Et cela ne se produit que dans la solitude. Jung avait l'habitude de donner un exercice à ses patients qui semblait simple, mais que la plupart ne parvenaient pas à compléter. Passer un week-end entier seul, sans appeler personne, sans sortir, sans divertissement excessif. Juste vous, vos pensées, un cahier et le silence. Et savez-vous ce qui se passait? La plupart paniquaient. Le premier jour, ils s'ennuyaient. Le deuxième, l'anxiété. Le troisième, une inquiétude si profonde que beaucoup abandonnaient et appelaient quelqu'un, n'importe qui, juste pour ne pas affronter le vide. Mais ceux qui y parvenaient, ceux qui supportaient de rester avec eux-mêmes, rapportaient quelque chose d'extraordinaire.
Il commençait à se connaître vraiment. Il réalisait des schémas de pensée qu'il n'avait jamais remarqués. Il reconnaissait des émotions qu'ils avaient toujours ignorées. Et finalement, il découvrait quelque chose de libérateur. Ils étaient une compagnie suffisante. Ils n'avaient besoin de personne pour se sentir complet, et cette découverte changeait tout, parce que lorsque vous découvrez que vous êtes bien seul, vous cessez d'accepter n'importe quel type de compagnie juste pour combler le vide. Vous commencez à choisir, et choisir, c'est le pouvoir. Mais notre culture vend le contraire, n'est-ce pas? Elle vend l'idée qu'être seul est un échec, que si vous n'avez pas de partenaire, vous devez faire quelque chose de mal, que le but de la vie est de trouver sa personne et de vivre heureux pour toujours. Et ce récit crée une pression absurde. Il crée des gens désespérés, qui acceptent n'importe quelle miette d'affection juste pour ne pas être cette personne seule à la réunion de famille, au mariage d'amis, au Nouvel An. Jung voyait cela comme une tragédie collective. Des millions de personnes vivant des vies qui ne sont pas les leurs, aux côtés de personnes qu'elles n'aiment pas vraiment, juste pour répondre à une attente sociale inventée. Et le pire, pensant que c'est normal, pensant que c'est comme ça que ça doit être. Mais ce n'est pas le cas, cela n'a pas besoin d'être le cas. Vous pouvez choisir de vivre différemment. Vous pouvez choisir de vous connaître d'abord, de vous aimer d'abord, de devenir entier d'abord. Et alors, si quelqu'un apparaît, ce sera un bonus, non une nécessité. Et voici le paradoxe le plus beau de tous. Plus vous êtes à l'aise avec vous-même, plus vous devenez attirant. Parce que les gens sentent quand vous n'avez pas besoin d'eux pour être heureux. Et c'est magnétique. Parce que la plupart des gens sont tellement en manque, tellement dépendants de la validation externe, que lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui est bien seul, qui ne mendie pas de l'attention, qui n'essaie pas d'impressionner ou de plaire, ils veulent être près de cette personne. Parce que cette personne a quelque chose de rare, une présence véritable. Elle n'est pas là parce qu'elle fuit quelque chose. Elle est là parce qu'elle a choisi d'être là. Et le choix conscient est la base de toute relation saine. Jung voyait cela se répéter chez ses patients qui faisaient finalement le travail d'individuation. Ils cessaient d'attirer des relations désespérées et commençaient à attirer des relations authentiques. Non pas parce qu'ils avaient changé de stratégie externe, mais parce qu'ils avaient changé intérieurement. Parce qu'ils avaient cessé d'avoir peur de la solitude et avaient commencé à l'utiliser comme un outil de croissance. Alors, si vous êtes seul en ce moment, ne voyez pas cela comme un problème. Voyez-le comme une opportunité, une chance de vous connaître enfin sans les distractions d'une relation, sans les masques que vous utilisez pour plaire à quelqu'un, sans les engagements émotionnels qui vous empêchent de regarder à l'intérieur. Utilisez ce temps, non pas pour chercher désespérément quelqu'un, mais pour vous trouver. Lisez ce livre que vous avez toujours voulu. Écrivez dans un journal. Faites des promenades seuls. Asseyez-vous en silence et observez simplement vos pensées. Découvrez ce que vous aimez vraiment, non pas ce que vous pensez devoir aimer. Découvrez qui vous êtes, non pas qui vous pensez devoir être. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous vous trouverez enfin dans la solitude, alors seulement vous serez prêt pour l'amour véritable. Parce que vous ne chercherez pas quelqu'un pour combler un vide. Vous chercherez quelqu'un pour partager une plénitude. Et c'est toute la différence entre une relation qui se brise et une relation qui construit. Mais pour y arriver, vous devez d'abord traverser le désert de la solitude. Et de l'autre côté, mon ami, vous attend la version la plus vraie de vous, celle qui n'a besoin de personne, mais qui est prête à choisir quelqu'un. Et cela change tout. L'une des découvertes les plus troublantes de Carl Jung fut celle-ci. La plupart d'entre nous ne savons pas ce qu'est le véritable amour. Ce que nous appelons amour est en réalité un mélange confus de dépendance émotionnelle, de peur de l'abandon, de besoin de validation et de schémas dysfonctionnels que nous avons appris dans l'enfance. Et le pire, nous pensons que c'est normal. Nous pensons que l'amour, c'est cette montagne russe émotionnelle, ce drame constant, cette sensation que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre personne.
Mais Jung expliquait, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'addiction, c'est de l'obsession. Ce sont deux personnes blessées essayant de se guérir mutuellement et, dans le processus, ne faisant qu'approfondir les blessures. Il voyait cela si souvent chez ses patients qu'il a créé un concept spécifique pour cela, l'amour névrotique. Un type de relation où ce qui unit les gens n'est pas une affinité authentique, mais plutôt le besoin maladif de combler des vides qui n'ont jamais été guéris. Et tant que vous ne reconnaîtrez pas que vous avez confondu cet amour névrotique avec l'amour véritable, vous continuerez à répéter les mêmes erreurs dans toutes les relations que vous entreprendrez. Pensez à votre première référence d'amour. C'était probablement vos parents, n'est-ce pas? Et maintenant, pensez honnêtement, comment était leur relation? Était-elle saine, respectueuse, équilibrée, ou était-elle pleine de disputes, de silences tendus, de manipulations émotionnelles, de ressentiments non résolus? Parce que si c'était la deuxième option, et pour la plupart d'entre nous, cela l'a été, alors vous avez appris dès l'enfance que l'amour inclut la souffrance, que l'amour, c'est endurer, que l'amour, c'est se sacrifier jusqu'à se perdre, que l'amour est dramatique, intense, compliqué, et vous avez porté ce modèle dysfonctionnel à l'âge adulte sans même vous en rendre compte. Jung appelait cela le complexe parental. Vous internalisez les schémas de vos parents et les répétez automatiquement dans vos propres relations. Si votre mère était contrôlante, vous attirez des partenaires contrôlants, ou vous le devenez. Si votre père était distant, vous attirez des partenaires émotionnellement indisponibles, ou vous le devenez, non pas parce que vous le voulez, mais parce que c'est le seul modèle que vous connaissez, c'est familier. Et l'inconscient préfère toujours le familier, même s'il est dysfonctionnel, à l'inconnu, même s'il est sain. Et voici la partie qui doit être dite, même si elle fait mal, vous devez désapprendre presque tout ce que vous savez sur l'amour. Vous devez démonter, brique par brique, toutes les croyances que vous avez construites sur les relations. Cette idée que la jalousie est une preuve d'amour, fausse. La jalousie est de l'insécurité déguisée. Cette croyance que vous devez changer pour être aimé, toxique. L'amour véritable accepte, il n'exige pas de transformation. Ce sentiment que l'amour est intense, dramatique, que je ne vis pas sans toi, dangereux. C'est de la dépendance émotionnelle, pas de l'amour. L'amour véritable est calme, il est sûr. C'est savoir que vous iriez bien seul, mais que vous préférez être ensemble. C'est du respect mutuel, de l'autonomie, une croissance conjointe. Mais notre culture a tellement vendu la version déformée que lorsque vous trouvez la version véritable, elle semble fade. On dirait qu'il manque de passion. Et vous vous demandez, est-ce vraiment ça? Oui. C'est vraiment ça. La passion dévorante que vous connaissez n'est pas de l'amour, c'est une chimie cérébrale similaire à celle d'un cocaïnomane. Jung le savait des décennies avant que les neurosciences ne le confirment. Mais reconnaître vos schémas toxiques n'est pas facile, parce que cela signifie admettre que vous avez mal choisi, que vous avez toléré l'intolérable, que vous avez confondu intensité et profondeur. Et personne n'aime admettre cela, car cela donne le sentiment d'avoir perdu du temps, d'avoir été naïf, d'avoir pu éviter tant de souffrances. Mais Jung dirait, vous n'avez pas perdu de temps, vous avez appris. Chaque relation ratée a été une leçon. Chaque déception a été un miroir. Chaque douleur a été une invitation à regarder plus profondément. Et maintenant, vous avez la chance de faire différemment, d'arrêter de répéter les mêmes erreurs, de reconnaître les signaux d'alarme avant de vous engager, de choisir avec la tête, non seulement avec le cœur, car le cœur, lorsqu'il est blessé, a un très mauvais sens de l'orientation. Il vous mène toujours vers le familier, non vers le sain. C'est pourquoi Jung insistait tant sur l'importance de la connaissance de soi avant toute relation, parce que sans connaissance de soi, vous êtes un bateau sans gouvernail, à la merci de n'importe quel courant émotionnel. Alors, quels sont les schémas toxiques que vous devez reconnaître? Premièrement, le besoin de sauver quelqu'un. Si vous êtes toujours attiré par des personnes brisées
qui ont besoin d'aide, de soutien, de quelqu'un pour les réparer, attention, vous n'êtes pas un thérapeute et les relations ne sont pas des projets de réhabilitation. Si vous choisissez des partenaires en fonction de leur potentiel, au lieu de qui ils sont réellement maintenant, vous vous préparez à la déception. Deuxièmement, la tolérance au manque de respect. Si vous excusez toujours les mauvais comportements, agressivité, humiliation publique, manipulation, trahison, parce que, au fond, c'est une bonne personne, ou tout le monde a des défauts, vous normalisez l'abus. Personne n'est parfait, mais le respect de base est non négociable. Troisièmement, la peur de rester seul, Si vous restez dans de mauvaises relations parce que vous avez peur d'être seul, vous êtes piégé. Et l'emprisonnement émotionnel est l'opposé de l'amour. Jung voyait ces trois schémas se répéter et ils ont tous la même racine, une faible estime de soi déguisée en altruisme, compréhension ou dépendance. Et tant que vous ne travaillerez pas sur cette racine, vous continuerez d'attirer les mêmes situations. Le processus de désapprentissage est inconfortable. C'est comme enlever un vêtement que vous avez porté toute votre vie et découvrir qu'il ne vous a jamais vraiment bien ajusté. Cela semblera étrange au début. L'ancienne manière vous manquera même, car elle était connue. Mais à mesure que vous réapprenez, à mesure que vous comprenez ce qu'est un amour sain, ce qu'est le respect mutuel, ce qu'est la réciprocité véritable, quelque chose change en vous. Vous commencez à avoir moins de tolérance pour les comportements que vous acceptiez auparavant. Vous commencez à remarquer des signes d'alerte que vous ignoriez auparavant. Vous commencez à quitter des situations qui s'éternisaient auparavant pendant des mois ou des années. Et ce n'est pas que vous devenez trop exigeant, c'est que vous avez enfin des standards, c'est que vous vous respectez enfin. Et les gens autour de vous pourrait même dire que vous êtes trop sélective, que personne n'est parfait, que vous allez rester seul si ça continue. Mais Jung dirait « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Car une solitude temporaire est toujours préférable à une relation toxique permanente. Et voici la récompense finale de ce processus de désapprentissage et de réapprentissage. Lorsque vous comprenez enfin ce qu'est l'amour véritable, lorsque vous internalisez que l'amour n'est pas un drame, n'est pas une dépendance, n'est pas un sacrifice. Vous n'attirez pas seulement de meilleures relations, mais vous devenez également une meilleure personne au sein de ces relations. Vous cessez de projeter vos blessures sur l'autre. Vous cessez de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Vous cessez de saboter de bonnes choses par peur qu'elles ne durent pas. Vous aimez simplement, de manière mature, consciente, équilibrée. Et c'est si rare de nos jours que lorsque cela se produit, cela semble presque magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est du travail. C'est le travail dont parlait Jung, le travail d'individuation, de guérison, de connaissance de soi profonde. C'est le rituel préparatoire. Et il est difficile. Mais de l'autre côté vous attend quelque chose que la plupart des gens n'expérimenteront jamais. Un amour qui ne se brise pas, qui ne détruit pas, qui ne vous diminue pas. Un amour qui construit, qui s'épanouit, qui vous rend meilleur. Mais pour y arriver, vous devez d'abord désapprendre tout ce que l'on vous a mal enseigné. Et recommencer. À zéro. Avec de nouveaux standards, de nouveaux yeux, un cœur guéri. Et alors seulement, vous serez prêt pour l'amour véritable. Carl Jung avait une phrase qui effrayait beaucoup de ses patients. Il n'y a pas de véritable transformation sans une mort symbolique. Et les gens étaient confus, parfois même offensés. La mort? Quel genre de conversation était-ce? Mais Jung ne parlait pas de mort physique, évidemment. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond et d'une certaine manière plus douloureux. La mort de l'ancienne version de vous. La mort de vos croyances limitantes, la mort de vos masques sociaux, la mort de vos mécanismes de défense, la mort de la personne que vous avez été jusqu'à présent, avec toutes ces peurs, ces traumatismes et ces schémas dysfonctionnels, pour qu'une nouvelle version puisse émerger. Et cette mort, bien que nécessaire, est terrifiante. Parce que cela signifie abandonner tout ce qui est familier, même si c'est dysfonctionnel.
Cela signifie lâcher des identités que vous avez construites au fil des ans. Cela signifie admettre que la personne que vous avez été n'est pas qui vous êtes vraiment, mais seulement une carapace protectrice que vous avez créée pour survivre. Et abandonner cette carapace, devenir vulnérable, exposé, sans défense, est l'une des choses les plus courageuses que l'on puisse faire. Mais c'est aussi la seule façon de véritablement renaître. Pensez au nombre de versions de vous qui sont déjà mortes au cours de votre vie. L'enfant que vous avez été, plein de rêves et d'innocence. L'adolescent que vous avez été, découvrant le monde et se blessant dans le processus. Le jeune adulte que vous avez été, avec ses premières désillusions et blessures. Chaque phase de la vie apporte une petite mort, une transformation, une perte, un deuil de ce qui n'est plus. Mais la plupart d'entre nous résistent à ces morts. Nous nous accrochons à l'ancienne version, même lorsqu'elle ne nous sert plus. Nous continuons d'agir comme l'enfant blessé, attendant que quelqu'un nous sauve. Nous continuons de réagir comme l'adolescent, insécure, cherchant l'approbation externe. Nous continuons de penser comme le jeune désillusionné, pensant que le monde est contre nous. Et Jung expliquait: tant que vous ne laissez pas consciemment ces anciennes versions mourir, elles continueront de contrôler votre vie inconsciemment. Elles continueront de saboter vos relations, vos choix, votre bonheur. Parce que vous ne vivez pas comme qui vous êtes aujourd'hui. Vous vivez comme qui vous étiez dans le passé. Et le passé, mon ami, n'a plus de pouvoir sur vous, sauf le pouvoir que vous continuez de lui donner. La mort symbolique que Jung proposait n'était pas quelque chose d'abstrait. C'était pratique. C'était regarder les schémas qui ne fonctionnent plus et avoir le courage de les tuer. C'était reconnaître les identités que vous avez construites. Je suis le drôle du groupe, je suis la personne que tout le monde cherche quand il a besoin d'aide. Je suis le rebelle, je suis la victime. Et demander, ces identités me servent-elles encore ou les utilisais-je pour éviter de grandir? Car souvent, nous nous accrochons à ces identités parce qu'elles nous donnent un sentiment de sécurité. Nous savons qui nous sommes. Nous savons à quoi nous attendre de nous-mêmes. Mais le problème est que ces identités sont limitées. Ce sont de petites versions de qui vous pourriez être. Et tant que vous vous y accrochez, vous ne découvrirez jamais votre véritable potentiel. Jung voyait cela se répéter. Des gens brillants, talentueux, avec un potentiel incroyable, mais qui vivaient de petites vies parce qu'ils avaient peur de lâcher l'ancienne identité. Ils avaient peur de ne pas savoir qui ils seraient de l'autre côté de la transformation. Et ils préféraient la prison connue à la liberté inconnue. Mais voici la vérité brutale. La vie forcera ces morts symboliques, que vous soyez prêts, ou non. Elle vous mettra dans des situations où vos vieilles stratégies ne fonctionnent plus. Elle vous apportera des relations qui exposent vos blessures non guéries. Elle vous donnera des crises qui briseront vos illusions. Et vous avez deux choix, résister et souffrir, ou vous rendre et transformer. La majorité choisit de résister. « Je suis comme ça, disent-ils. Je ne changerai pour personne. » Et Jung dirait, vous n'avez pas besoin de changer pour personne. Vous devez changer pour vous-même, parce que la version que vous êtes maintenant vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Elle vous empêche d'expérimenter l'amour véritable, le succès authentique, la paix intérieure. Et tant que vous vous accrocherez obstinément à cette version, vous continuerez de récolter les mêmes résultats, les mêmes relations ratées, les mêmes frustrations, les mêmes déceptions, jusqu'à ce qu'un jour, fatigué, vous vous rendiez finalement. Et alors, à ce moment de reddition, lorsque vous cessez de lutter contre la transformation et l'embrasser, la magie opère. L'ancienne version meurt, et une nouvelle naît, et cette nouvelle version n'est pas plus faible, elle n'est pas plus vulnérable. En fait, c'est le contraire, elle est plus forte, car elle n'a plus besoin de masque. Elle est plus libre, car elle ne porte plus le poids de qui elle n'est pas. Elle est plus vraie, car elle a finalement cessé de faire semblant. Jung appelait cette nouvelle version le soi, self, le moi véritable, intégré, complet.
Et atteindre ce soi exige de traverser ce qu'il appelait la nuit noire de l'âme. Cette période où tout s'effondre, où vous perdez vos repères, où vous ne savez plus qui vous êtes. C'est effrayant, c'est solitaire. On dirait que vous êtes perdu, mais vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en transformation, et toute transformation réelle passe par le chaos avant d'arriver à l'ordre. Elle passe par la désintégration avant d'arriver à l'intégration. Elle passe par la mort avant d'arriver à la renaissance. Et la plupart des gens abandonnent à mi-chemin car ils ne supportent pas la pression. Ils reviennent à l'ancienne version, même s'ils savent qu'elle ne fonctionne pas, car au moins elle est familière. Mais ceux qui tiennent bon, ceux qui traversent la nuit noire jusqu'à l'autre côté, émergent complètement différents. Ils émergent entiers. Alors, si vous traversez une période difficile en ce moment, si vous remettez tout en question, si vous vous sentez perdu, ne sachant plus qui vous êtes ni ce que vous voulez, sachez que vous êtes au milieu de la mort symbolique. Et c'est une bonne chose. Ça n'en a pas l'air, ça fait terriblement mal, mais c'est nécessaire. Parce que la personne que vous devez devenir pour vivre la vie que vous voulez et avoir l'amour que vous méritez n'est pas encore née. Elle est en gestation. Et l'accouchement, comme toute mère le sait, est douloureux. Mais de l'autre côté vient une nouvelle vie. Alors ne résistez pas. N'essayez pas de retenir l'ancienne version juste parce qu'elle est connue. Laissez-la mourir. Pleurez le deuil si nécessaire. Ressentez la douleur de la perte. Mais ensuite, levez-vous et avancez. Parce que vous n'êtes pas qui vous avez été. Vous êtes qui vous êtes en train de devenir. Et cette personne, cette nouvelle version, guérie, intégrée, est celle qui attirera finalement l'amour véritable. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est réelle. Et la réalité attire la réalité. Le mensonge attire le mensonge. Le masque attire le masque. Mais la vérité nue et crue, attire la vérité. Et lorsque deux personnes vraies se rencontrent, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de drame. Il y a seulement la rencontre. Authentique, profonde, transformatrice, et cela vaut chaque mort symbolique que vous avez dû traverser. Jung disait que l'objectif de l'individuation, ce processus de devenir qui vous êtes vraiment, n'est pas d'atteindre la perfection, c'est d'atteindre la totalité. Et la totalité signifie intégrer la lumière et l'ombre, la force et la vulnérabilité, le passé et le présent, qui vous avez été et qui vous pouvez être. Cela signifie cesser de fuir des parties de vous-même et les embrasser toutes. Et cela n'est possible que lorsque vous cessez de vous accrocher à l'ancienne identité et vous permettez de renaître. Autant de fois que nécessaire. Parce que la vie est une série de morts et de renaissances symboliques. Et chaque fois que vous en traversez une, vous vous rapprochez de votre véritable essence, plus proche de qui vous êtes venu, être ici. Et lorsque vous atteignez finalement cette essence, lorsque vous devenez entier, l'amour véritable n'est plus quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose que vous êtes. Et cela, mon ami, change absolument tout. Mais pour y arriver, vous devez avoir le courage de mourir 1000 fois, de lâcher qui vous avez été, d'embrasser qui vous êtes en train de devenir, et de faire confiance qu'au-delà de la transformation, vous vous trouverez non pas comme vous l'imaginiez, mais comme vous l'avez toujours été, sous toutes les couches. Et cette découverte est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire, et le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à celui ou celle que vous aimerez, parce que vous n'offrirez pas une moitié, vous offrirez le tout. Et l'amour entier est le seul type d'amour qui vaut la peine d'être vécu. Carl Jung avait une théorie qui dérangeait profondément beaucoup de ses patients, surtout ceux qui venaient au cabinet se plaindre de partenaires impossibles. Il disait que chaque personne que vous attirez est un miroir parfait de quelque chose qui existe en vous, non pas de vos qualités évidentes, mais de vos ombres cachées, de ce que vous niez, réprimez, ou que vous ne parvenez tout simplement pas à voir en vous-même. Si vous attirez toujours des personnes contrôlantes, il y a quelque chose en vous concernant le contrôle qui doit être examiné.
Si vous attirez toujours des personnes émotionnellement indisponibles, il y a quelque chose en vous concernant la disponibilité émotionnelle qui doit être guérie. Et les gens détestaient entendre cela. Parce qu'il est tellement plus facile de blâmer l'autre, n'est-ce pas? Il est tellement plus confortable de dire « je n'ai que de la malchance, je ne rencontre que les mauvaises personnes » que d'admettre « j'attire exactement le type de personne qui reflète mes blessures non guéries ». Mais Jung était implacable sur ce point. Tant que vous ne comprendrez pas ce que vos relations vous montrent sur vous-même, vous continuerez à répéter les mêmes schémas ad infinitum. Le problème n'a jamais été seulement l'autre. Le problème vous a toujours inclus. Pensez à vos 3 dernières relations ou aux 3 dernières personnes pour qui vous avez eu un intérêt sérieux. Maintenant, écrivez 3 caractéristiques principales de chacune. Une fois cela fait, regardez la liste. Qu'ont ces caractéristiques en commun? Je parie qu'il y a un schéma. Peut-être qu'elles étaient toutes des personnes émotionnellement distantes. Ou peut-être qu'elles étaient toutes extrêmement jalouses. Ou peut-être qu'elles avaient toutes des problèmes d'engagement. Ou peut-être qu'elles étaient toutes accros au drame. Quel que soit le schéma, ce n'est pas une coïncidence. Jung appelait cela la projection inconsciente. Vous projetez sur l'autre quelque chose qui existe en vous, mais que vous ne reconnaissez pas ou n'acceptez pas. Si vous attirez des personnes dominatrices, demandez-vous où dans ma vie est-ce que j'abandonne mon pouvoir, ou est-ce que je laisse les autres décider pour moi. Si vous attirez des personnes insécures, demandez-vous où dans ma vie suis-je aussi insécure, mais fais-je semblant de ne pas l'être? Les réponses feront mal, parce qu'elles vous montreront des vérités que vous avez évité de regarder. Mais ce sont ces vérités qui, lorsqu'elles sont reconnues, vous libèrent des schémas répétitifs. Et voici quelque chose d'encore plus profond que Jung a découvert. Parfois, vous attirez chez l'autre exactement la qualité que vous avez réprimée en vous-même. Si vous avez grandi en apprenant que la colère est mauvaise, vous réprimez votre colère. Et alors, vous attirez des partenaires explosifs qui expriment la colère que vous ne pouvez pas exprimer. Si vous avez grandi en apprenant que la vulnérabilité est une faiblesse, vous réprimez votre vulnérabilité. Et alors, vous attirez des partenaires extrêmement sensibles qui pleurent pour tout, qui expriment la fragilité que vous niez en vous. C'est comme si l'inconscient cherchait l'équilibre à travers l'autre. Vous ne pouvez pas être complet seul parce que vous avez réprimé des parties de vous. Alors, vous cherchez ces parties chez le partenaire. Et au début, cela semble parfait. On dirait que vous vous complétez. Il est mon calme, dites-vous. Elle est ma passion. Mais avec le temps, ce qui était complémentaire se transforme en conflit, parce que vous ne voulez pas intégrer ces qualités en vous. Vous voulez continuer à les projeter sur l'autre. Et alors, le ressentiment commence. Vous critiquez chez le partenaire exactement ce que vous niez en vous-même. Et Jung voyait cela comme une tragédie. 2 miroirs déformés, se reflétant l'un l'autre, mais aucun des deux ne voulant regarder son propre reflet. Mais reconnaître que vos relations sont des miroirs ne signifie pas que vous êtes coupable de tout ce qui va mal. Il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de responsabilité. La responsabilité de comprendre votre part, de reconnaître vos schémas, de guérir vos blessures au lieu d'attendre que l'autre les guérisse. Parce que lorsque vous assumez la responsabilité, lorsque vous cessez d'être une victime passive de vos relations et devenez un agent actif de votre guérison, tout change. Vous cessez de répéter, vous cessez d'attirer les mêmes types, vous cessez de réagir de la même manière, et vous commencez à créer des relations conscientes au lieu de relations automatiques. Jung différenciait clairement ces 2 types. Les relations inconscientes sont celles où vous répétez simplement des schémas de l'enfance, essayant de guérir d'anciennes blessures à travers le partenaire, sans même vous en rendre compte. Les relations conscientes sont celles où vous êtes présent, entier-air, choisissant activement et utilisant la relation non pas comme une béquille émotionnelle, mais comme une opportunité de croissance mutuelle. Et nous ne pouvons avoir des relations conscientes que lorsque nous faisons le travail de regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Alors, comment utiliser vos relations comme outil de connaissance de soi? Premièrement,
Chaque fois que quelque chose chez le partenaire vous irrite profondément, pas un petit désagrément, mais quelque chose qui vous met vraiment hors de vous, demandez-vous, qu'est-ce que cela reflète en moi? Si cela vous irrite que la personne ne soit pas ponctuelle, demandez-vous, où dans ma vie est-ce que je ne respecte pas non plus le temps des autres ou mon propre temps? Si cela vous irrite que la personne soit indécise, demandez-vous, où dans ma vie est-ce que je fuis aussi les décisions? La connexion n'est pas toujours évidente. Parfois, elle est inversée. Vous pourriez être trop rigide, justement parce que vous avez peur de votre propre flexibilité. Mais il y a toujours une connexion. Et la reconnaître est libérateur. Deuxièmement, chaque fois que vous vous sentez attiré par quelqu'un de manière intense et inexplicable, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne a que je nie en moi-même? Parce qu'une attraction puissante est rarement juste de la chimie, c'est de la reconnaissance inconsciente. Vous voyez chez cette personne une partie de vous que vous voulez intégrer. Et troisièmement, chaque fois qu'une relation se termine, au lieu de simplement blâmer l'autre ou de regretter le temps perdu, demandez-vous, qu'est-ce que cette relation est venue m'enseigner? Parce que ce n'était pas pour rien. Rien dans la vie ne l'est. Chaque personne qui croise votre chemin porte une leçon. Et Jung croyait que l'univers, ou l'inconscient collectif comme il l'appelait, ne vous donnera pas la prochaine leçon tant que vous n'aurez pas appris l'actuelle. C'est pourquoi vous répétez, et répétez, et répétez, jusqu'à apprendre. Et lorsque vous apprenez finalement, lorsque vous regardez dans le miroir que vos relations vous offrent et reconnaissez votre propre reflet, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'avoir besoin de ces relations. Non pas parce que vous devenez froid ou distant, mais parce que vous avez intégré les leçons, guéri les blessures, reconnu les schémas. Et alors, naturellement, vous commencez à attirer un type de personne différent. Non pas parce que vous faites semblant d'être différent, mais parce que vous êtes différent. Vous avez changé de fréquence, et la nouvelle fréquence attire de nouvelles expériences. Jung voyait cela se répéter. Des patients qui passaient des années dans les mêmes relations toxiques jusqu'à ce qu'ils fassent le travail interne et soudain, sans effort conscient, commençaient à attirer des relations complètement différentes, plus saines, plus équilibrées, plus vraies. Et ils étaient surpris. « Comment cela s'est-il produit ?» demandait-il. « Je n'ai rien fait de différent. » Mais ils l'avaient fait. Ils avaient fait le plus important. Ils avaient changé à l'intérieur. Et le monde extérieur a simplement reflété le changement interne. Parce que c'est toujours ainsi. Cela l'a toujours été. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Et lorsque vous changez ce que vous êtes, vous changez ce que vous attirez. Aussi simple que cela, douloureusement simple. Alors, si vous êtes fatigué, et des mêmes relations, des mêmes déceptions, des mêmes schémas, cessez de chercher quelqu'un de différent à l'extérieur. Commencez à devenir quelqu'un de différent ici, à l'intérieur. Utilisez vos relations passées comme des professeurs, non comme des traumatismes. Regardez ce qu'elles vous ont montré sur vous. Remerciez les leçons, même si elles ont fait mal. Et alors, avec cette nouvelle conscience, avancez. Non pas avec amertume, non pas avec peur, mais avec sagesse. Sachant que la prochaine relation sera aussi saine que vous l'êtes, sera aussi mature que vous l'êtes devenu, sera aussi vrai que vous parvenez à l'être avec vous-même. Et cela, mon ami, est le rituel préparatoire final avant l'amour véritable. Regardez dans le miroir sans peur, voir tous vos défauts, toutes vos ombres, toutes vos blessures, et choisir de les guérir, au lieu d'attendre que quelqu'un les guérisse pour vous. Parce que lorsque vous faites cela, lorsque vous devenez entier, à travers le regard honnête dans le miroir, l'amour que vous attirez n'est plus un reflet déformé. C'est une rencontre réelle, entre deux personnes réelles, sans jeu, sans projection, sans illusion, seulement la vérité. Et la vérité, bien que rare, est la seule base solide sur laquelle le véritable amour peut être construit. Jung a passé sa vie à le prouver, et maintenant vous savez. La question est, aurez-vous le courage de regarder? Il existe un moment décisif dans le voyage de toute personne cherchant l'amour véritable, un moment que Carl Jung
à identifier comme essentiel, mais que peu ont le courage de traverser. Le moment de la reddition consciente, non pas l'abandon amer de celui qui a perdu espoir, mais la reddition sage de celui qui a finalement compris qu'il n'est pas possible de forcer, de manipuler ou de contrôler l'amour. Qu'il n'est pas possible d'accélérer des processus internes qui ont leur propre temps. Qu'il n'est pas possible de forcer quelqu'un à vous aimer, de la même manière qu'il n'est pas possible de faire éclore une fleur en tirant sur ses pétales. Jung voyez cette reddition comme le point de bascule, le moment où vous cessez de lutter contre la vie et commencez à couler avec elle, où vous cessez d'essayer de contrôler les résultats et commencez à faire confiance au processus, où vous cessez de vous accrocher désespérément à ce que vous voulez et ouvrez vos mains pour recevoir ce que la vie a à vous offrir. Et ironiquement, toujours ironiquement, c'est exactement lorsque vous lâchez prise que les choses commencent à se produire. Non pas parce que l'univers récompense la reddition, mais parce que la reddition vous sort de votre propre chemin. Et souvent, vous étiez le seul obstacle entre vous et ce que vous désirez. Mais soyons clairs sur ce que la reddition n'est pas. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas renoncer à trouver quelqu'un et se résigner à la solitude éternelle. Ce n'est pas faire semblant de ne pas vouloir l'amour juste parce que vous avez peur d'être encore déçu. La reddition consciente est active, non passive. C'est un choix délibéré d'arrêter de forcer, d'arrêter de poursuivre, d'arrêter d'essayer de contrôler chaque variable de votre vie amoureuse. C'est vous qui dites « J'ai fait mon travail interne, j'ai guéri autant que j'ai pu, je suis devenu la meilleure version de moi-même. Maintenant je fais confiance que la bonne personne apparaîtra au bon moment, et si elle n'apparaît pas, je vais bien de toute façon. » Ce « et si elle n'apparaît pas, je vais bien » est crucial, parce que cela montre que vous ne dépendez plus d'un résultat externe pour votre paix intérieure. Vous n'avez plus besoin d'une relation pour vous sentir complet, être. Et paradoxalement, c'est exactement ce non-besoin qui vous rend prête pour une relation véritable. Jung voyait cela se répéter. Les personnes les plus désespérées étaient celles qui réussissaient le moins à avoir des relations saines. Les personnes les plus en paix avec elles-mêmes étaient celles qui attiraient des relations plus solides. Pensez à tous les domaines de votre vie où vous avez essayé de forcer quelque chose. Peut-être un emploi que vous vouliez désespérément, et plus vous forcions lors des entretiens, plus vous étiez nerveux et moins vous réussissiez. Peut-être une amitié que vous avez essayé de forcer, et plus vous vous efforciez, plus la personne s'éloignait. Peut-être un objectif que vous poursuiviez avec tant de rigidité que vous avez perdu le plaisir du processus. Et puis, lorsque vous avez finalement lâché prise, lorsque vous avez cessé d'essayer de contrôler, les choses ont coulé. Vous avez trouvé un meilleur emploi que vous ne l'imaginiez. Vous vous êtes fait de vrais amis sans effort. Vous avez atteint des objectifs plus naturellement. Et dans les relations, c'est exactement pareil. Plus vous poursuivez l'amour, plus il s'échappe. Plus vous essayez de contrôler l'autre. M'aime-t-il, elle? Que dois-je faire pour qu'elle me remarque? Comment faire pour que cette personne ne me quitte pas? Plus vous devenez névrotique, plus anxieux, plus insécure. Et cette énergie de manque, de besoin, de désespoir repousse, parce que personne ne veut être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Personne ne veut porter le poids d'être le sauveur de quelqu'un. Les gens veulent être avec quelqu'un qui va déjà bien, qui choisit d'être ensemble, mais qui irait bien seul aussi. Carl Jung travaillait avec ses patients précisément sur ce point, les aider à atteindre la reddition consciente. Et le processus n'était pas facile. Il impliquait de confronter des peurs profondes, peur de l'abandon, peur de ne pas être aimé, peur de mourir seul, peur de ne jamais être suffisant. Et ces peurs sont si primordiales, si enracinées, que souvent les gens préfèrent vivre dans l'anxiété du contrôle que dans la paix de la reddition. Parce que le contrôle, même illusoire, donne un sentiment de sécurité. Si je fais X, Y se produira. Si je me comporte de telle manière, la personne m'aimera.
Si je suis parfait, personne ne me quittera. Mais Jung expliquait, vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous aimera. Vous ne pouvez pas contrôler si une relation durera. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même, vos choix, vos réactions, votre croissance. Et lorsque vous redirigez toute cette énergie que vous dépensiez à essayer de contrôler l'extérieur pour contrôler l'intérieur, lorsque vous cessez de vous soucier si la personne vous aime et commencez à vous demander si vous aimez qui vous êtes, lorsque vous êtes avec cette personne, tout change, parce que vous reprenez votre pouvoir, qui n'a jamais été de contrôler l'autre, il a toujours été de choisir consciemment. Et voici le secret que Jung a révélé à travers sa propre vie et son travail. La reddition n'est pas la fin de l'action, c'est le début de la bonne action. Lorsque vous vous rendez au flux de la vie, vous cessez de nager à contre-courant. Et alors, vous réalisez que le courant vous emmenait déjà là où vous deviez aller. Vous ne pouviez simplement pas le voir parce que vous étiez trop occupé, à lutter. Vous cessez de forcer des conversations qui ne coulent pas. Vous cessez d'insister auprès de personnes qui ne sont clairement pas intéressées. Vous cessez d'accepter des miettes d'affection parce que vous êtes tellement désespéré que n'importe quoi fait l'affaire. Et vous commencez à observer, à attendre, à faire confiance au timing. Et lorsque quelque chose d'authentique apparaît, lorsque quelqu'un de vraiment compatible croise votre chemin, vous le reconnaissez facilement. Parce que vous n'avez plus ce voile de désespoir qui vous faisait voir de l'amour là où il n'y avait que de la commodité. Vous êtes clair, présent, conscient, et vous parvenez à discerner entre connexion réelle et projection de manque. Et c'est un super pouvoir, parce que la plupart des gens ne développent jamais ce discernement. Ils vivent toute leur vie en confondant chimie et compatibilité, passion et amour, intensité et profondeur. Mais pas vous, parce que vous avez traversé le rituel préparatoire. Et vous êtes prête. Alors, comment pratiquer la reddition consciente au quotidien? Premièrement, chaque fois que vous ressentez cette anxiété de « je dois faire quelque chose pour obtenir X » dans les relations, faites une pause. Respirez. Et demandez-vous, agis-je par amour ou par peur? Si c'est par peur, peur de perdre, peur de ne pas être suffisant, peur de rester seul, n'agissez pas. Attendez que l'action vienne d'un lieu d'amour. Deuxièmement, entraînez-vous à lâcher de petites choses. N'envoyez pas ce message désespéré juste pour voir si la personne répond. Ne restez pas à vérifier les réseaux sociaux pour voir si la personne a posté quelque chose. Ne créez pas de drames mentaux en imaginant des scénarios catastrophiques. Chaque fois que vous lâchez l'une de ces compulsions, vous renforcez votre muscle de la reddition. Et troisièmement, cultivez une vie si riche, si pleine, si significative, que l'arrivée ou non d'un partenaire ne détermine pas votre bonheur. Développez des loisirs, approfondissez des amitiés, poursuivez des objectifs, créez, contribuez, vivez. Parce que lorsque votre vie est pleine, vous n'attendez pas quelqu'un pour la remplir. Et lorsque quelqu'un apparaît, ce sera pour ajouter, non pour remplir. Et c'est toute la différence entre une relation qui vous emprisonne et une relation qui vous libère. Jung a passé des décennies à observer la transformation qui se produisait chez les personnes qui parvenaient enfin à se rendre. Elles cessaient de poursuivre l'amour et commençaient à rayonner l'amour. Elles cessaient de chercher la validation et commençaient à se valider. Elles cessaient de dépendre de quelqu'un pour être heureuses et commençaient à être heureuses. Point. Et alors, presque comme par magie, mais ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence naturelle. L'amour véritable apparaissait. Non pas parce que ces personnes avaient fait une technique spéciale, mais parce qu'elles avaient changé qui elles étaient. Elles sont devenues des personnes qui n'avaient plus besoin d'une relation pour se sentir complètes, mais qui étaient ouvertes à partager leur complétude avec quelqu'un. Et ce type de personne est extrêmement rare. Ce type de personne est magnétique. Ce type de personne attire l'amour véritable parce qu'elle est elle-même devenue amour. Non pas l'amour romantique et idéalisé des films, mais l'amour mature, conscient
équilibré que Jung a passé sa vie à enseigner. Et c'est la synthèse finale de tout. Le rituel préparatoire avant l'amour véritable ne consiste pas à trouver la bonne personne. Il s'agit de devenir la bonne personne. Il s'agit de laisser partir tout ce qui vous empêche d'aimer vraiment. La peur, le manque, les schémas toxiques, les croyances limitantes, les masques sociaux. Il s'agit de mourir à qui vous avez été et de renaître comme qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous terminez ce rituel, lorsque vous vous trouvez enfin dans la solitude, que vous vous guérissez par la connaissance de soi, que vous vous transformez par la reddition, l'amour véritable n'est plus quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez naturellement, parce que vous êtes devenu un aimant, non pas pour n'importe quel amour, mais pour le seul type d'amour qui en vaut la peine, l'amour qui ne se brise pas, qui ne diminue pas, qui n'emprisonne pas, l'amour qui s'épanouit, qui libère, qui construit, et cet amour, mon ami, vaut chaque larme versée dans le processus de préparation. Il vaut chaque nuit noire traversée, il vaut chaque ancienne version de vous qui a dû mourir, parce qu'au-delà vous attend non seulement une relation, mais une vie entière vécue de manière vraie. Et c'est plus que de l'amour, c'est la plénitude. Et nous arrivons donc ici, vous et moi, à la fin de ce voyage, mais non à la fin du chemin. Parce que ce que Carl Jung a découvert n'était pas seulement de la théorie, n'était pas seulement de la philosophie conservée dans des livres de cabinet poussiéreux. C'était la vie. C'était la vérité nue et crue sur ce que signifie réellement être prêt pour l'amour véritable. Et cette vérité, comme vous l'avez vu, n'est pas romantique au sens hollywoodien. Il n'y a pas de bande sonore épique ni de fin heureuse garantie. Ce qu'il y a, c'est du travail. Il y a du courage. Il y a la disposition radicale de regarder à l'intérieur et de ne pas aimer ce que l'on voit, mais de continuer à regarder quand même. Il y a le détachement douloureux de tout ce que vous pensiez être de l'amour, mais qui n'était que de la peur, déguisée. Il y a la solitude nécessaire, la mort symbolique, la reddition consciente. Il y a vous qui devenez entier, avant de vous donner à moitié. Et cela, mon ami, est rare. C'est rare parce que c'est difficile, parce que cela exige que vous alliez à l'encontre de tout ce que la société a enseigné. Contre l'urgence, contre le désespoir, contre la croyance que vous avez besoin de quelqu'un pour être complet. Mais les rares, ceux qui ont le courage de faire ce rituel préparatoire, sont les seuls à expérimenter l'amour véritable. Non pas l'amour qui brûle rapidement et s'éteint, mais l'amour qui réchauffe pour toujours. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et que vous réfléchissiez honnêtement. Où en êtes-vous dans ce voyage ? Êtes-vous toujours en train de poursuivre l'amour comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois ? Acceptez-vous toujours des miettes parce que vous avez peur de n'avoir rien ? Répétez-vous toujours les mêmes schémas, attirant les mêmes personnes, vivant les mêmes déceptions ? Ou êtes-vous prêt, vraiment prêt, à arrêter, à laisser aller, à faire le travail interne que personne ne voit mais qui change tout? Parce que ce choix, cette décision de cesser de chercher et de commencer à se préparer, est la ligne de démarcation entre une vie entière de relations superficielles et la possibilité d'un amour qui transforme. Et vous, seulement vous, pouvez faire ce choix. Je peux vous montrer le chemin, Jung peut vous donner les outils, mais le rituel est le vôtre. Le voyage est le vôtre. La transformation est la vôtre. Et elle commence aujourd'hui, à cet instant précis, si vous avez le courage de dire « assez ». Je mérite mieux, et je vais devenir mieux. Et si quelque chose dans cette vidéo vous a profondément touché, si une phrase vous a fait faire une pause, si une vérité vous a frappé de plein fouet, si vous avez ressenti ce frisson qui vient lorsque quelque chose résonne dans votre âme, je veux que vous écriviez exactement ceci dans les commentaires. Je choisis de me préparer. Pas besoin d'expliquer. Pas besoin de raconter toute votre histoire. Laissez juste cette marque, parce qu'en écrivant ces mots, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous prenez un engagement envers vous-même. Vous dites à l'univers, à votre inconscient, à votre propre âme, « Je suis prêt à changer.
Et si vous voulez continuer cette transformation, si vous voulez plus de sagesse qui vous défie, qui vous provoque, qui vous sort de votre zone de confort et vous met sur le chemin de la croissance réelle, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Pas demain, pas quand je m'en souviendrai, maintenant. Parce que chaque semaine, j'apporte du contenu comme celui-ci, basé sur Jung, sur le stoïcisme, sur la psychologie profonde, sur des vérités que personne d'autre n'a le courage de dire. Vous ne pouvez pas faire ce voyage seul. Vous avez besoin de rappels constants. Vous avez besoin de voix qui vous ramènent lorsque vous commencez à retomber dans les vieux schémas. Vous avez besoin d'une communauté de personnes qui font également ce travail ardu de devenir entières avant de se donner à moitié. Alors appuyez sur ce bouton rouge « S'abonner » maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et laissez votre like, car ce like n'est pas seulement un clic. C'est vous qui dites « Cela compte, cela m'a aidé, je veux plus de ça ». Et lorsque vous faites cela, vous aidez ce message à atteindre d'autres personnes qui ont également besoin d'entendre. D'autres âmes fatiguées de répéter les mêmes erreurs, d'autres personnes prêtes pour l'amour véritable. Et rappelez-vous, l'amour véritable n'arrivera pas lorsque vous deviendrez parfait. Il arrivera lorsque vous deviendrez réel. Lorsque vous aurez le courage d'être exactement qui vous êtes, avec tous les défauts, toutes les cicatrices, toutes les imperfections, et de vous respecter quand même. C'est le moment. C'est le point de bascule. Vous êtes prêt, Même si vous ne le savez pas encore, vous êtes prêt. On se retrouve la semaine prochaine avec plus de sagesse qui transforme. D'ici là, rappelez-vous, laissez aller pour recevoir. Cela a toujours été ainsi. Cela le sera toujours.